messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre en direct l'émission Le Thermomètre de la RDC. Émission au cours de laquelle nous allons décrypter un certain nombre de sujets d'actualité, à savoir la visite officielle du président Félix Tshisekedi au Vatican pour les prochains jours. Martin Fayulu accuse Félix Tshisekedi d'entreprendre le plan de balkanisation du pays initié par son prédécesseur Joseph Kabila. Et pour finir, les interfédérales de l'UDPS qui exigent le respect et la mise en œuvre de toutes les structures anticorruption et anti-valeurs morales. Pour en parler, nous recevons deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Maître Lambert Obalakonde, qui est cadre du CCU, Convention des Congolais Unis, parti de l'honorable Lambert Mende. Ensuite, nous avons M. Walter Boula, chercheur en philosophie politique. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Merci. Merci, pareillement. On le dira tout le mois de janvier. Ah oui. Voilà. Alors, comme je le disais en titre, le président Félix Tshisekedi est attendu au Vatican dans les prochains jours pour une visite officielle auprès du pape François. À cette occasion, en guise de préparatif, il a reçu au Palais de la Nation ce 13 janvier 2020 le cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa. Alors, maître, une visite officielle chez le pape, donc le Saint-Père, qu'est-ce que ça présage? Bon, d'abord, je voulais, de prime abord, madame, vous remercier encore une fois de plus pour l'invitation que vous nous avez lancée ce jour pour venir décrypter l'actualité de notre pays. Et aussi, je voudrais aussi saluer le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui mouillent leur maillot, enfin leur tenue sur le front en vue de pouvoir sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Pas plus tard qu'hier, nos forces de sécurité ont récupéré certaines localités et aussi ont repris les vaches qui ont été pillées par les ADF, et c'est un motif de joie pour pouvoir encourager nos forces de défense et de sécurité. Ceci dit, revenons maintenant à la visite du président de la République au Vatican. Bon, moi je trouve que ce n'est que normal que le président de la République puisse voyager en vue de pouvoir contacter les amis de la RDC qui sont toujours épris d'accompagner notre pays vers l'émergence, vers le développement que la population cherche à tout prix. Et donc, je ne peux que saluer cette visite et qui jusque-là n'est pas encore connue et n'est pas encore dévoilé de quoi il s'agira avec le pape, mais du moins, en tant que patriote, je ne peux que saluer cette visite officielle au Vatican. Alors, Monsieur Walter, le pape serait-il préoccupé par la situation sécuritaire à l'est de notre pays? Bon, merci madame pour cette opportunité que vous nous offrez. Effectivement, le Saint-Père, le pape François, est préoccupé non pas seulement par le sort de la RDC, mais c'est un homme épris de paix. Il voudrait qu'à travers toute la planète Terre, que toutes les poches troubles puissent connaître un apaisement. Mais en ce qui concerne particulièrement le cas de la République démocratique du Congo, notre pays, je pense que le pape y accorde une importance tout à fait particulière. Dernièrement, à la place Saint-Pierre, le pape a solennellement demandé l'assistance, de prier pour le président Félix Tshisekedi, afin que Dieu lui accorde intelligence et sagesse et courage pour qu'il puisse bien présider aux destinées de la République démocratique du Congo. Donc ça, c'est une marque de confiance, une marque de considération particulière que le pape accorde, pas seulement à l'endroit de Félix Tshisekedi en tant qu'individu, mais à l'endroit de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, en croire les médias que vous êtes, ainsi que toutes les autres sources, la date de cette visite officielle, c'est une grande symbolique. Cette visite devra avoir lieu le 17 janvier. Donc c'est toute une symbolique. Et vous savez qu'en diplomatie, je sais que je suis en face d'un juriste, et il va certainement en dire assez. Et en diplomatie, les symboles sont très 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 importants. Et que le pape reçoive notre président un 17 janvier, c'est une façon, n'est-ce pas,
d'accompagner tous les efforts de la République démocratique du Congo afin de pacifier son territoire, afin de permettre un décollage économique sérieux, afin de pallier aux problèmes socio-économiques qui se posent au sein de notre société. Voilà ce que je peux dire sur cette matière. Alors jusque-là, quels ont été les résultats en matière de médiation du Saint-Père plutôt dans les pays à conflit, maître? Bon, jusque-là, s'il faut parler en termes de bilan ou d'évaluation, nous trouvons que rien n'a changé. Pour autant que, vous savez, il y a un adage qui dit que le poisson commence à pourrir par la tête. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans l'Église catholique, c'est une sorte d'imprécation, de malheur qu'on est en train de jeter sur le peuple de Dieu, avec tout ce que nous sommes en train de voir avec le prêtre qui sont en train de violer leurs serments, sont des gens qui avaient promis devant Dieu et devant le peuple qu'ils ne se marieraient jamais. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'ils sont tentés de faire, ça ne peut pas offrir à l'Église catholique une chance de pouvoir jouer le rôle de médiation ou de conciliateur. Parce que même la Bible dit que nous devons être exempts de toute suire. Mais ce que l'Église catholique est tentée de faire aujourd'hui, ce n'est pas une chose normale. Alors, dire que le pape aujourd'hui serait quelqu'un qui pourrait amener une certaine paix dans des pays à conflit, je m'inscris en faux, parce que on doit prêcher par l'exemple. Qu'est-ce que l'Église catholique est tentée de prêcher pour amener la paix? Nous voyons aujourd'hui, l'Église catholique ne se comporte pas en Église, mais les membres, le clergé de cette église se comportent en homme politique, mais ils se voilent derrière la soutane. Alors, je ne vois pas en quoi l'église catholique aujourd'hui peut amener plutôt une solution de paix par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans des pays à conflit, notamment la République démocratique du Congo. Donc, le rôle de l'église serait de considérer tout le monde comme étant les enfants de Dieu, mais malheureusement, ce n'est pas ça que l'Église catholique est tentée de faire. L'Église catholique se déploie vraiment en tant qu'acteur politique et non pas comme et non pas... Non, et juge et parti. Juge et parti, oui. Donc, elle ne jure pas fidèlement son rôle pastoral. Et donc, nous ne pouvons pas, madame, espérer de cette église, soit qu'elle demeure véritablement église, soit qu'elle devienne, en termes clairs, les acteurs politiques et que c'est jouer ces bifaces-là, ce n'est pas normal, madame. Vous avez le même regard que maître Lambert sur la question? Je ne sais pas, peut-être que mon regard sera un peu ambigu, je ne sais pas. Mais j'aimerais d'abord dire que le pape, en tant qu'individu, il est aussi libre de prendre position pour tel ou tel autre camp. Il est libre aussi d'émettre son point de vue en tant qu'individu. Mais en tant que personnalité religieuse, son rôle est beaucoup plus spirituel et moral. Le pape, selon les droits canons, il est d'abord lui-même évêque de Rome. Donc Rome en tant que diocèse, son évêque c'est le pape. Au même titre que l'évêque de Kisantu, l'évêque de Kenge, etc. Et à ce titre, son rôle est beaucoup plus moral, mais en tant qu'homme d'État, c'est un homme politique. Oui, mais jusque-là, toutes ces médiations, la RDC n'est pas le seul pays à conflit. Toutes les médiations qu'il a fait, oui, on va dire dans le Proche-Orient. J'y arrive. Oui. Et vous savez, il faut connaître un peu de droit canon pour peut-être comprendre certains mécanismes, comment les Saint-Sièges fonctionnent. Le pape, dans son rôle d'évêque, dans son rôle de prêtre, il s'implique de manière discrète lorsqu'il veut faire une médiation. Il ne s'affiche jamais publiquement. Enfin, je vais dire presque pas publiquement. Donc il peut passer par les autres États, il peut passer par le gouvernement italien, il peut passer par l'Union européenne, par les Nations Unies, tout ça. Mais que lui s'implique en tant qu'individu dans la résolution des conflits de manière directe et frontale, c'est très 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 rare. Peut-être que quelqu'un sur ces plateaux pourrait me le rappeler. Et aussi,
et entendre Maître Lambert parler, il a parlé du clergé, il a parlé de l'église catholique et du pape, alors moi je ne comprends plus rien. Est-ce que le péché, si péché il y a bien sûr, le péché entre guillemets, pour dire faiblesse par exemple, est-ce que la faiblesse du pape serait imputée à toute l'église catholique? Oui, parce que le pape, c'est le numéro 1 de l'église. Mais si au sein du clergé catholique, il y a quelques cas d'égarement, je ne pense pas qu'il faille forcément imputer cela au pape. C'est quand même la tête, on va dire. Mais c'est ce que je dis. Parce qu'en temps de Maître Lambert, il a dit que les poissons commençaient à pourrir par la tête, ce qui est tout à fait normal. Alors je dis ceci, si le pape faillit dans quelque chose, c'est toute l'église qui a failli avec lui. Mais si au sein du clergé catholique, quelques prêtres, quelques évêques ça et là, commettent des déviations, il ne faut pas forcément l'imputer au pape. Si. Pas tout à fait. Oui, nous devons l'appliquer. C'est comme je l'ai dit, madame, que la tête commence, les poissons plutôt commencent à pourrir par la tête. C'est le pape qui donne l'impulsion de ce que doit être l'église catholique. Vous comprenez? Et que lorsqu'il y a des déviations, il y a des actes d'abus, notamment les abus sexuels que nous vivons dans l'église catholique, le pape doit taper fort. Il doit châtier. Qui aime bien, châtie bien. Mais le pape ne châtie pas. Nous sommes en train de vivre des scènes rocambolesques au sein de l'église catholique, madame. Et que mon co-débatteur ne peut pas me dire aujourd'hui que la responsabilité ne revient pas au pape. Non, mais il est pape pourquoi? C'est pour veiller à la morale, parce qu'il a parlé de la morale. Il est là pour veiller à la morale de ces brebis ou de ces clergés-là. Mais lorsqu'il n'arrive plus à veiller à la morale, à la conduite de ces clergés, de ces évêques, de ces prêtres, mais autant démissionner et puis laisser la place à quelqu'un qui pourra bien redresser des choses. Alors voilà pourquoi je dis que on ne peut pas espérer quelque chose de bon venant du pape, parce que lui-même a des problèmes sérieux à régler au sein de l'église. Voilà. Comment un parent qui n'a pas encore réglé le problème de sa propre maison pourrait s'occuper à régler le problème des maisons des voisins? Voilà toute la question, madame. Excusez-moi. Bon, je crois que c'est une question que je ne devais pas poser. Je suppose que vous êtes chrétien. Je suis chrétien pratiquant. Heureusement. Mon co-débatteur. Il me semble que Jésus a fait 3 ans et demi, selon les récits bibliques, avec les 12. Mais ça n'a pas empêché à Judas Iscariote de rester ce qu'il est resté jusqu'à la fin. Alors nous allons dire que Jésus a failli à sa mission parce qu'il a perdu un de ses 12 apôtres. Bon, on va quand même revenir dans le débat. S'il vous plaît, je vais finir. J'ai entendu Maître Lambert dire que le pape ne châtiait pas. Non, le pape a châtié. Le pape François a châtié. Dernièrement, il y a un ancien archevêque de New York, c'est un cardinal américain, le nom a échappé, qui a été carrément remis à l'état civil. Mais c'est un cas isolé. Combien de cas il y en a dans l'église catholique? Bien sûr, parce que vous avez dit ne châtiez pas. Non. Et je suis quand même heureux de constater qu'il y a un seul cas qui peut faire l'exception, et pas plus tard qu'hier. Ça, c'est vous qui m'informez. Bon, il faut que je puisse aussi je vous en prie. Contacter et pas mes plus tard sources. qu'hier en France, il devait s'ouvrir un procès d'un évêque. Excusez-moi, je crois que c'est un prêtre, un évêque, qui était accusé de pédophilie. Donc, ça continue toujours ces histoires. Oui, ça continue. Ce sont quand même des cas isolés, ça et là. Mais parce que Dieu les confond, voilà pourquoi de telles pratiques ne peuvent que avoir de l'ascenseur, voilà. Au sein de l'église. Dieu les confond. Je veux quand même, je vais insister pour dire que qu'il y ait des brebis galeuses, ça et là, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Ok? Ne mettons pas tout le monde dans le même paquet. Parce que effectivement, il y a des gens qui ont fait des preuves, il y a des gens qui sont restés des prêtres catholiques jusqu'à leur mort, ils ont respecté leur serment. Mais il y en a aussi qui dévient, ça c'est tout à fait normal. La nature humaine est infaillible. Je ne soutiens pas la faiblesse de ce que vous relevez là-bas, dans les chefs du clergé catholique. Mais je constate que ça et là, il y a des gens qui doivent quand même mériter notre respect. Notamment le pape François, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Donc on retiendra que Maître
Lambert ne croit pas en la médiation du pape dans... Nullement pas, madame. Nullement pas, et on retiendra que vous y croyez. J'y crois. Voilà. Alors, les minerais dont regorge la RDC sont les raisons pour lesquelles elle est souvent attaquée par toutes ces multinationales. Nul ne l'ignore. Alors, le pape François pourra-t-il jouer de son influence auprès de celle-ci afin que s'arrêtent toutes ces guerres-là à l'est de notre pays? J'ai pas bien compris... Je dis, la RDC, elle est convoitée pour ses richesses. Et l'on sait que ce sont les multinationales qui emploient les militaires qui nous font la guerre à l'est du pays. Alors ça, c'est un secret pour personne. Alors, est-ce que le pape François pourra-t-il jouer de son influence auprès de ces multinationales-là afin que s'arrête la guerre? Puisqu'il dit, il est celui, disons, le messager de paix. Pourra-t-il jouer de son influence? Mais madame... Oui. Il faut vous poser la question, l'Église catholique qui a existé depuis combien d'années? Moi, je ne suis pas un expert de l'Église catholique. On comprend aussi que vous faites partie de cette Église. Oui. Je ne suis pas aussi non plus... Je n'ai pas fait le droit canon pour savoir... pour avoir un peu l'historique de l'Église catholique. Mais je sais que l'Église catholique est la vieille Église qui puisse exister sur la planète Terre. Et que... l'Église catholique n'est pas à ses premières œuvres de jouer la médiation. Vous voyez, il y a toujours eu des guerres partout à travers le monde. L'Église catholique s'y implique toujours. Mais je ne connais pas le résultat de toutes ces médiations que l'Église catholique ait jouées. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas parler du pape François. Il y a eu des papes qui l'ont précédé. Mais alors, on peut même interroger l'histoire, quel était le résultat que tous ces papes-là ont eu à nous donner par rapport à leur médiation. Et qu'aujourd'hui, nous parlait que le pape François s'impliquerait aux côtés des multinationales qui nous font la guerre par rapport à nos richesses à l'est du pays. Je crois que non, ça ne revient pas. Ça ne revient pas à l'Église catholique, ça ne revient pas. Et quoi, au pape François, mais plutôt cela revient au chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui est le commandant suprême des forces armées, de pouvoir prendre cette question à bras le corps pour pouvoir trouver des solutions, mettre nos forces de défense et de sécurité dans des conditions, vous voyez, qui peuvent leur permettre de pouvoir bien défendre notre pays. Vous savez, madame, l'armée américaine, elle est ce qu'elle est, c'est parce que l'État américain, le gouvernement américain met des paquets, met des moyens pour pouvoir assurer les conditions de travail adéquates à cette armée. Et je vous mets même au défi que si notre armée congolaise ici, on la transpose aux États-Unis avec le même équipement qui se trouve aux États-Unis, je crois que notre armée fera le même travail que font les militaires américains. Et donc, si le président de la République va auprès du pape pour solliciter, c'est pas moi, une aide par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, moi je vais m'opposer parce que d'abord, il faut vous poser des questions. L'armée du Vatican a déjà réalisé quel exploit sur le plan mondial? Il faut vous poser cette question. Vous voyez, on peut faire recours à d'autres pays dont on connaît leur exploit militaire dans ce domaine, mais pas au Vatican. Le Vatican n'a jamais réalisé aucun exploit militaire sur le plan mondial. À moins que je me trompe, madame. Mais je suis en face d'un philosophe, un produit fin de l'Église catholique qui pourra peut-être me rappeler ce que l'armée Vatican a déjà réalisé sur le plan mondial. Bon, en fait, maître, merci parce que vous me présentez comme un produit fin de l'Église catholique. On l'a compris par vos dires. Bon, sincèrement, j'ai fait presque toutes mes études secondaires dans les écoles catholiques. Je suis passé par le cycle de philosophie au grand séminaire, mais je ne suis plus catholique aujourd'hui. Donc, une fois de plus, lorsque je prends position, je le dis en tant qu'intellectuel, je ne soutiens pas un camp par rapport à un autre. Ok. Je crois que ça, c'est une précision qu'on devait apporter de prime abord. Ensuite,
la visite du chef de l'État au Vatican, est-ce que... On ne communique pas, on ne sait pas de quoi il s'agit, Bon, mais là, nous faisons des supputations. Je ne veux pas revenir sur cette histoire de communication parce que j'ai reçu beaucoup de blâme par rapport à ça. On dit que mais de toute façon, je suis libre d'émettre aussi mes opinions. Je suis intellectuel. Quand je vois ça marche, j'acclame. Quand ça ne marche pas, je tape dessus. Bon, moi, je me pose quand même la question de savoir, est-ce le Vatican qui a invité le chef de l'État congolais, bien sûr. Ou bien c'est lui qui a sollicité à être reçu par le pape? Il a été invité. Alors, si c'est le chef de l'État du Vatican, donc le pape, qui a invité le chef de l'État de la République démocratique du Congo, je ne pense pas que ces derniers aillent demander de l'aide militaire au Vatican. D'ailleurs, vous l'avez dit, le Vatican n'a pas une armée, entre guillemets, à proprement parler, qui puisse être envoyée sur le théâtre des opérations d'une guerre. Mais peut-être que c'est dans les cadres, comme je l'ai dit, le pape a un rôle tout à fait moraliste, dans les cadres de coopération internationale, dans les cadres des réchauffements des relations diplomatiques. Le pape joue un rôle moralisateur très important à travers la planète. Et sans le savoir, les exploits de certains papes passés, notamment le charismatique Jean-Paul II, on connaît ce qu'il a dû faire. Il a contribué largement pour l'effondrement du mur de Berlin, etc., pour la chute de l'URSS même. Donc ça, je ne pense pas qu'il faille focaliser tous les débats sur la personne ou les rôles que le pape pourrait jouer en République démocratique du Congo. Donc pour dire déjà, madame, que le pape puisse influer sur les multinationales, je pense que Maître Lambert a été tout à fait clair. Il faut que l'État congolais se donne à lui-même déjà le moyen, je l'ai dit déjà une fois, d'être craint et respecté, que ce soit par le voisin dans la sous-région, pourquoi pas à travers toute l'Afrique, pourquoi pas à travers le monde. Alors, vous gardez la parole pour répondre à cette question. Le cardinal Fridola Mbongo, qui a séjourné récemment dans la zone de Beni Butembo, a fait part de sa crainte de balkanisation du pays au président Félix Tshisekedi. Pourquoi s'est empressé alors de faire une conférence de presse pour en parler, au lieu d'abord, premièrement, de voir le président Tshisekedi et de lui faire part de cette crainte-là? Vous savez, l'archevêque cardinal de Kinshasa souffle le chaud et le froid. C'est à ne pas comprendre parfois sa logique. Il a été à Béni. D'abord, je vais dire certaines choses. J'aurais aimé que notre ami de la Mouka soit en face. Malheureusement, vous savez, madame, je suis parmi ceux qui croient que le hasard n'existe pas. Regardez un peu cette coïncidence du calendrier. Il a fallu que les champions de la Mouka, donc comme M. Martin Fayoulou et Adolphe Mozito, aillent à Béni pour que le pape y aille quelques jours après. Le cardinal. Excusez-moi, le cardinal, merci beaucoup. Pour que le cardinal y aille quelques jours après et qu'à leur retour, les trois tiennent des propos à peu près semblables, mais avec quand même beaucoup d'incohérences là-dedans, avec beaucoup de contradictions, on ne comprend plus rien. Alors, le pape a dit ce qu'il a dit. Excusez-moi, le cardinal, qu'est-ce que le pape vient faire encore dans ma bouche? On en a tellement parlé. Alors, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridola Mbongo, a dit ce qu'il a dit. J'avais déjà reconnu sur ce plateau que parmi les choses qu'il a dites, il y en a qui sont vraies. Mais je me demande s'il n'y a pas eu de l'exagération. Parce que lorsqu'on parle de la balkanisation, moi je me dis, mais on a tous reconnu, c'est une histoire qui date de longtemps. Laissez-moi vous dire, je suis aussi de formation scientifique. Je sais que les structures naissent. Et lorsqu'elles atteignent leur maturité, la capacité de se désintégrer devient beaucoup plus grande. L'État congolais a vu le jour un jour. L'État congolais grandit. Ça fait déjà 60 ans que nous sommes État. Et comme la République démocratique du Congo, comme la République du Congo, comme le Pakistan, comme l'ancienne Yougoslavie, tous les pays peuvent se désintégrer. Il suffit seulement que les conditions de ce désintégration soient réunies à partir de l'intérieur déjà. Et vous verrez, pouf, ça va partir. Comme une implosion. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors lorsqu'on dit balkanisation, j'ai relevé la fois passée ici quelques contradictions que j'ai trouvées entre les propos dans les propos du cardinal archevêque ainsi que les propos du général Léon Richard Kassonga. Parce que pour l'archevêque de Kinshasa, il y avait des visions annexionnistes. Alors que pour Léon Richard Kassonga, il a parlé de visions sécessionnistes. Et moi, je sais que lorsqu'il y a balkanisation, d'abord, ce sont des causes internes qui peuvent provoquer cette désintégration de l'État. Et quand on dit balkanisation, il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire que
Et un jour, on se réveille, bon, les Katanga deviennent État indépendant, le Congo central dit non, nous partons, et la province de l'Équateur, l'ancien Équateur dit nous partons, les Kasaï partent, etc. Et puis l'État, donc la RDC comme État s'est désintégré. Mais lorsqu'on dit par exemple qu'il y a certains États qui veulent venir annexer certains territoires de notre pays, moi je ne pense pas qu'il y a balkanisation là-bas. Parce que la balkanisation, c'est l'éclatement total de l'État, c'est fini. Vous voyez ce qui s'est passé avec l'ancienne Yougoslavie? Oui. La Bosnie, Herzégovine, la Croatie, la Serbie, etc. Tout est parti. Alors quand on dit balkanisation... Et même le mot vient de ce côté-là. Bien sûr, mais quand on dit balkanisation, est-ce qu'on nous dit que l'État congolais veut se désintégrer de l'intérieur? Ou bien on veut nous dire qu'il y a annexion? Alors s'il y a annexion, ça c'est une autre histoire. Il ne faut pas appeler ça balkanisation. Je crois que déjà sur le plan des concepts, il se pose quelques problèmes. Alors, Maître Lambert, une certaine opinion affirme que l'archevêque de Kinshasa serait à la solde de Lamuka. Qu'en pensez-vous? Qu'il aurait des accointances avec Lamuka? Bon, madame, je voudrais revenir sur un point que vous avez soulevé ici, sur la visite du président de la République au Vatican, mais dont la communication n'est pas bien faite. Madame, vous savez que c'est avec une très grande consternation que nous sommes en train de constater, non sans étonnement, ce qui se passe aujourd'hui à la présidence de la République. Moi, je suis lumumbiste, comme l'est le président de votre parti. Le président de mon parti, l'honorable Lambert Mende Omalanga. Et en tant que tel, nous ne pouvons que soutenir, nous ne pouvons que défendre les valeurs de notre pays telles que Lumumba l'avait fait. Le président de la République, vous savez que dans notre pays, nous avons 4 institutions. Premièrement, c'est l'institution président de la République. Madame, cette première institution de notre pays mérite d'être bien vendue, bien entretenue, bien respectée. Parce que tel on fait aujourd'hui avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on pourrait le faire à l'avenir avec moi. Parce que le panier circule encore, rien ne peut empêcher que je devienne président de la République. Et que je ne pourrais pas accepter que moi, président de la République, qu'un certain groupe de gens puisse saper à mon institution. En République démocratique du Congo, nous avons plus ou moins 70 millions d'habitants. Mais il n'y a qu'un parmi ces 70 millions qui est appelé président de la République. On ne peut pas jouer avec un tel monsieur. Nous lui devons beaucoup de considération. Regardez un peu dans d'autres cieux, dans d'autres pays, comment on traite un président de la République. Alors on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe à la présidence de la République? Ce sont les conseillers qui s'est choisi lui-même le président. Mais non, madame. Le président de la République doit se réveiller. Il doit se réveiller. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas les conseillers du président de la République. On ne voit pas les directeurs de cabinet qui, du reste, est devenu trop visible que le président de la République. Il est partout. Il confond sa fonction du directeur de cabinet à celle du président de la République. Même s'il y avait accord, madame. Mais non, mais par décence, Vital Kamerhe devrait s'empêcher à faire certaines choses qui terniraient même son image. Parce que les grands esprits sont tentés de voir Vital Kamerhe. On est tenté de les confondre avec un monsieur tout le monde. Ce n'est plus Vital Kamerhe qu'on a connu quand il était au PPRD. Madame, qu'est-ce qui se passe? La présidence de la République. C'est peut-être ce coup de jeunesse qu'il a pris. Non, aujourd'hui, on est tenté de désacraliser la fonction du président de la République. Par, je ne sais pas moi, ses conseillers ou c'est pas quoi. Qui, madame? Ce n'est pas normal. Et le président de la République doit veiller à ça. Parce que, au bout du compte, on ne demandera pas les bilans aux conseillers du président de la République. On demandera les bilans au président de la République. Alors, Maître Lambert, maintenant, il doit se réveiller pour pouvoir revoir
le fonctionnement de cette communication qui est en train de bénéficier rien que de l'argent, mais le travail, nous ne sentons pas le travail sur le terrain. Revenons maintenant par rapport à la question. Une certaine opinion pense oui. que l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, serait à la solde de la Mouka parce que justement, comme l'a dit votre co-débatteur, il souffle le chaud et le froid. Il aurait des propos souvent, qui suscitent souvent, on va dire, des tensions au sein de la population. Mais, madame, tout au début de notre émission ici, je vous avais dit que l'Église catholique ne joue pas le franc jeu. L'Église catholique ne joue pas son rôle en tant qu'Église, mais elle se substitue aux affaires de l'État. Cette nostalgie-là, je ne sais pas pourquoi, mais que l'Église sache que non, il y a eu déjà séparation Église et État. Aujourd'hui, l'Église doit se conformer aux lois et à la constitution et aux lois de notre pays. Nous ne pouvons pas accepter que l'Église catholique puisse prendre la place des acteurs politiques. Non, l'Église catholique doit rester avec sa mission traditionnelle de pouvoir concilier, prier pour la nation, que de s'immiscer dans les affaires, dans le fonctionnement des institutions. Lorsqu'on parle des institutions de la République démocratique du Congo, vous avez déjà entendu, on parle d'une institution Église catholique. Mais non, l'Église catholique doit se conformer aux lois de notre pays. Et que je vous avais dit, madame, que ça soit du temps de le cardinal Mosengo et du cardinal Ambongo, ces gens-là se comportent à des acteurs politiques. Et ce faisant, ils ne peuvent que soutenir. Je n'ai jamais vu l'Église catholique soutenir les institutions légalement installées. L'Église catholique a toujours été du côté de l'opposition. Et pour le cas de notre pays, vous savez que Martin Fayoulou, c'est le frère à Mosengo. Et vous avez vu que non, quand Mosengo était encore aux affaires, quelle était sa position vis-à-vis de son frère. Maintenant, on ne comprenait pas, est-ce que ici c'est Mosengo comme église qui parle, ou bien Mosengo comme un homme charnel qui soutient son frère. Et aujourd'hui, les fusils changent d'épaule, ça devient un bongo. Mais vous savez que Jean-Pierre Bemba a soutenu la candidature de qui? De Martin Fayoulou. C'est comme ça qu'Ambongo hérédite le même comportement de Mosengo pour soutenir la Mouka, tout en ignorant que nous sommes allés aux élections libres, démocratiques et transparentes. À l'issue desquelles, madame, et apaisées, à l'issue desquelles, il y a eu un président de la République qui a été élu par l'ensemble de notre population qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui tout le monde, tout Congolais doit respect, considération. Alors, moi, ça m'inquiète un peu, un laisser-aller. Bon, excusez-moi, je ne sais pas si je peux appeler ça du côté du président de la République. Il laisse tout, et tout le monde se comporter, même de manière cavalière. Non, il faut qu'on puisse respecter la Constitution et les lois de la République. Que l'Église catholique se comporte comme Église et non pas comme acteur politique. Voilà, au sortir de son entretien plutôt avec le chef de l'État, le cardinal Ambongo a loué la détermination de celui-ci, donc du chef de l'État, à trouver une solution à la souffrance des compatriotes de l'Est. Il a loué également l'engagement et les prouesses des FARDC dans la traque contre les forces négatives. Alors, la foi vient de ce qu'on entend, dit la parole de Dieu. Pensez-vous que le cardinal Ambongo ait été suffisamment rassuré par les propos du chef de l'État? Non, je dirais non. Le chef de l'État a rassuré depuis le début. Je me souviens toujours d'une phrase que le chef de l'État a dite. Je ne me sentirai réellement chef de l'État que si je mets fin au problème de l'insécurité à l'Est. Madame, moi je pense que aujourd'hui Félix Tshisekedi, c'est la personne en qui nous devons plus avoir confiance dans ce pays. Maître l'a dit. C'est l'institution numéro 1 du pays. Et lorsque M. Félix parle, ce n'est pas l'individu Tshisekedi Tshilombo qui parle. C'est l'institution président qui a parlé. Et nous devons lui faire confiance.
Le même Ambongo, là-bas, il avait dit, nous pensions qu'avec l'alternance, les tueries prendraient fin, mais nous sommes déçus de constater qu'elles se sont même amplifiées. Il l'a dit là-bas. En à peine quelques semaines, je peux même dire quelques jours, il vient ici, il dit, je salue l'engagement des FARDC. Finalement, il ne faut pas qu'on nous prenne pour des petits-enfants. Nous sommes quand même des grandes personnes. Nous avons étudié, nous comprenons les choses. Non. Alors, je crois que Monseigneur Ambongo, il devait absolument jouer son rôle de médiateur, comme Maître l'a dit. Malheureusement, je l'avais déjà dit, je ne vais pas y revenir sur ce même plateau. Je l'avais déjà dit, je ne vais pas y revenir. Mais pour rebondir sur quelque chose que Maître Lambert a dit, je suis d'accord avec Maître Lambert quant à la faiblesse des communications, que ce soit à la présidence ou au niveau du gouvernement. J'en ai déjà parlé. Mais lorsqu'il appelle que le président de la République puisse, mais nous avons tout un service à la présidence. Il ne faut pas que M. Tshisekedi appelle celui-ci pour lui dire fais ceci, fais cela. Bon, vous avez parlé de Vital Kamerhe, je suis tout à fait d'accord peut-être avec vous dans certaines choses, mais les Congolais doivent aussi avoir la culture de la démission. Lorsqu'on sent que ça ne marche pas, je ne suis pas à mesure d'assumer les tâches qu'on m'a confiées. Mais carrément, il faut rendre l'établi et partir. Ça, c'est difficile ici. Non, malheureusement, ça devrait être normal. Ça devrait être courant, ordinaire. Nous sommes quand même 90 millions d'habitants. Est-ce qu'en dehors de ceux qui sont chargés de la communication de la présidence, il n'y a pas d'autres personnes qui le feraient? Déjà, vous dirigez avec brio cette émission, je vous félicite en passant. Merci beaucoup. Mais est-ce que... Qui a dit que vous ne pouvez pas devenir porte-parole du président ou bien, etc. Ah, mais il faudrait qu'on me débauche. Hein. Jusque-là, c'est pas encore arrivé. Oui, mais ça existe. Donc, pour dire que ce soit à la présidence ou au gouvernement, l'aspect communicationnel est, permettez-moi l'expression, exécrable. On ne sent plus rien. Et je sais qu'on devait y revenir. Dernièrement, j'ai vu les éléments là, je crois que c'est vous qui me les avez transmis, où l'interfédéral UDPS dit qu'ils vont se charger eux-mêmes. Oui, c'est le troisième sujet. Mais ça, ce n'est pas leur travail. C'est pas leur travail. Bah justement, puisque c'est le candidat qu'ils ont porté à la tête du pays, s'ils trouvent que son image est salie par ceux qui l'entourent, ils doivent freiner les choses en main. Parce que 2023 peut être UDPS, mais pas avec Tshisekedi comme président. Bien sûr, mais c'est ça revient à ce que Maître Lambert dit. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Maître. Pour l'une de leurs Français, mais tout à fait d'accord. Ça ne marche pas de ce côté-là. Ça ne marche pas. Alors, on va passer au deuxième sujet. Le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, Martin Fayulu, s'est une nouvelle fois attaqué à Joseph Kabila, qu'il considère comme l'instigateur du plan de balkanisation en RDC. Nous l'avons pris, cette information sur le site actualité.cd. Alors, maître, là, on s'attaque à votre autorité morale. Et je vous pose la question, n'est-il pas temps que Joseph Kabila sorte de son ombre afin de s'expliquer là-dessus, de porter, on va dire, une certaine lumière? Bon, madame, à propos de ça, je pense que je ne vais pas trop discourir là-dessus, parce que il n'est un secret pour personne que Martin Fayulu, dont on connaît la propension à vilipender Joseph Kabila, ne tire sa survie qu'en citant le nom de Joseph Kabila. Martin Fayulu sans Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il deviendra? Martin Fayulu sans le nom de Kabila dans sa bouche. Donc tout ce qu'il est tenté de faire là, c'est d'avoir une santé politique. Parce que Joseph Kabila, c'est un leader, madame. Quelqu'un qui a sacrifié sa jeunesse pour la défense de ce pays à l'âge de 29 ans. Il a trouvé le Congo divisé, madame. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, que Kabila qu'on accusait de tous les noms d'oiseaux, il n'est pas congolais, Kabila il est tel. Il a trouvé, entre guillemets, ceux qui étaient de vrais Congolais que lui. Mais ceux-là avaient divisé le pays. Alors il leur dit, non, venez, prenez besoin que nous puissions diviser ces pays, conjuguons nos efforts ensemble pour l'émergence, pour l'avancement de notre pays. Joseph Kabila est un acteur politique important dans ce pays, quoi que l'on dise. Et si aujourd'hui nous avons la paix dans ce pays, madame, c'est sur la volonté de Joseph Kabila que personne, je ne vois pas comment mon co-débatteur
pourra me contredire sur ces points-là. C'est parce que Joseph Kabila a voulu à ce que la paix aille dans ce pays. C'est pourquoi nous avons la paix. Lorsqu'il y a eu les élections, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oh non, Kabila va nous imposer son dauphin. Oh, Kabila et tout ça. Mais Joseph Kabila a dit au président de la CENI que il faut publier les noms de celui que le peuple congolais a porté son dévolu sur lui. Voilà aujourd'hui. C'est lui sur qui le peuple congolais avait jeté son dévolu. Et là, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous voyez même comment Joseph Kabila est tenté de le traiter. C'est avec beaucoup de révérence, avec beaucoup de respect. Et aujourd'hui, voir Martin Fayoulou, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, en train de citer les noms de Kabila à tout moment. Bon, ça ne peut qu'être normal parce que, comme je vous l'ai dit tout au départ, que non, Martin Fayoulou, sans le nom de Kabila dans sa bouche, il n'existerait pas. Il se fait une santé politique. Justement, une santé politique, madame. Alors, d'après Martin Fayoulou, le pays est déjà balkanisé à 70%. Hein. Kabila l'aurait fait sur une échelle de 55%. Et Tshisekedi sur celle de 15%. Et petit à petit, nous arrivons à 100%. Alors, quelles seraient les zones ou les contrées déjà annexées au Rwanda, puisqu'on parle de 70%? Madame, c'est à moi que vous posez cette question. Il fallait la poser à celui qui a tenu ses propos. D'abord, un de ses représentants que nous avons invité sur ce plateau, malheureusement, il n'est pas venu. Je crois que cette question... Non, il n'est pas venu parce qu'il n'a pas d'argument. Aurait dû lui être défini. Mais moi, je me demande, hein, quel est le critérium sur lequel Martin Fayoulou se serait basé pour évaluer le degré de balkanisation déjà accompli? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'en physique, en mécanique, il y a des instruments pour évaluer. Pour évaluer un tremblement de terre, on parle de l'échelle de Richter. Pour l'heure, on voit une montre, un chrono, etc. Alors, quels sont les instruments scientifiques dont M. Fayoulou se serait servi pour évaluer déjà le degré de cette balkanisation qui serait déjà... Oui, parce que 70% c'est quand même trop. 70% je vois, on va dire, c'est pas seulement l'Est du pays qui est parti. C'est la question que je me pose. Et oui. Vous savez que, comme toutes les fois qu'il a pris la parole, M. Fayoulou se distingue par deux choses. D'abord, il y a les goujateries, ensuite les élucubrations. Il s'efforce de tenir un discours à peu près rationnel, mais à la fin des comptes, les considérations subjectives reprennent le dessus et tout sombre. La balkanisation, 70%, je vais vous décevoir sur ces plateaux. M. Fayoulou a tenu ses propos à Béni, où il a cité nommément les noms de Joseph Kabila. Il a dit, pour que la paix revienne à Béni, il faut que Joseph Kabila soit mis hors d'état de nuire. Et là encore, il faut se demander ce qu'il a voulu dire par mettre hors d'état de nuire. Il a tenu à peu près les mêmes propos l'autre fois. Mais du côté des amis du FCC, l'autre fois là, c'est juste une réaction un peu timide du coordonnateur du FCC, M. Jérémy Milania, qui condamne les propos de Martin Néhémie. Oui. Moi, je pensais peut-être que M. Néhémie allait menacer de porter plainte contre Martin Fayoulou. Parce que ce qu'il fait là, c'est ni moins ni plus que des diffamations. C'est pour ça que j'ai demandé pourquoi il ne serait pas tant que Joseph Kabila lui-même ou bien une personne qui déléguerait. Bon, j'ai entendu une réaction. J'ai entendu une réaction des amis du cash. Mais moi, je me dis que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous savez, M. Fayoulou est en train de se spécialiser en... Je vais vous dire une chose. En philosophie politique, nous appelons ça la méthode des 4 valses. Je vais vous l'expliquer très rapidement. D'abord, tenir des propos scandaleux. Et lorsque ça fait scandale dans l'opinion, vous allez voir que lui, ainsi que ses partisans, vont commencer à atténuer ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas exactement ce qu'il a voulu dire. Il voulait dire à peu près ceci, mais on est en train de mal interpréter ses propos.
Et lorsque la pression devient plus forte sur lui... Ça, c'est le deuxième phase. Ça, c'est le deuxième, oui. Troisième temps, lorsque la pression devient très forte sur lui, il va jouer à la victime. C'est comme Mouzito l'a fait dernièrement. Oui, J'ai reçu des appels, il y a des généraux rwandais qui me menacent et tout ça, reste à vérifier. Et à la fin des comptes, principal objectif, il veut se maintenir dans l'opinion. Il veut défrayer la chronique. Et la presse en parle. Nous sommes là en train d'en parler. Mais c'est tout ce qu'il recherche. Donc vous rejoignez un peu ce que votre co-débatteur dit quand il parle de santé politique. Oui, bon, parce que le combat ou la lutte pour la vérité des urnes échoue. Il faut ramener les gens à son plan, soi-disant son fameux plan de sortie de crise, rejeté par tout le monde. Mais il doit se trouver d'autres chimères. Sinon, il ne va plus exister médiatiquement. Donc, il doit se trouver d'autres chimères. Mais moi, je me dis quand même que là, on a outrepassé les mesures. Je ne veux pas influencer les avocats de M. Joseph Kabila. Vous le faites quand même quelque part. Non, ça c'est un cri du cœur. Hein. Oui. Et nous sommes quand même dans un État qui se dit État de droit. Vous savez, quand on dit État de droit, ça veut dire aussi État de sanctions. Alors, diffamer une grande personnalité comme Félix Tshisekedi, diffamer un grand monsieur comme Joseph Kabila, peu importe c'est ce qu'il a eu à faire dans ces pays. Je n'ai jamais été partisan de Joseph Kabila. Parce que si je peux résumer tout son régime en quelques phrases, je crois que ça ne sera pas vraiment très élogieux de ma part. Mais je me dis quand même que malgré cela, Joseph Kabila comme Félix Tshisekedi, ce sont des patrimoines nationaux qui méritent respect et considération. Il n'appartient pas à un individu, fût-il candidat malheureux à une élection, de dire tout haut que Félix Tshisekedi, non, d'abord je commence par Joseph Kabila, aurait déjà accompli 55% des plans de balkanisation. Alors dans ces cas, c'est que Joseph Kabila est passible de jugement. Bien sûr. Pour avoir trahi la nation. Haute trahison. Mais c'est une autre trahison, que ce soit Kabila ou Tshisekedi, ils sont passibles de jugement. Ils doivent être traduits en justice. À la cour martiale. Hein, mais justement. En cour martiale. Alors bon, que les amis en face les laissent. Bon, tant mieux, alors peut-être que Martin Fayulu a raison. Parce que les réactions que j'entends jusque-là, ce sont des réactions timides. Bah, moi, j'aurais aimé que ce soit une réaction musclée. Que les avocats se saisissent de cette histoire. Peut-être que Martin, je dis peut-être. Peut-être qu'il dit vrai. Alors il faudrait qu'il apporte les preuves devant la cour. Qu'effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce que si tel serait le cas, on ne va plus se ranger ni derrière Kabila, ni derrière Fatih pour haute trahison. Et on va les mettre, comme lui-même Fayulu l'a dit, hors d'état de nuit. Mais qui est comme une sorte de réaction timide. Alors je me dis, mais qu'est-ce que ça cache, cette timidité? Qu'est-ce que ça cache? Maître, que cache cette timidité? Pourquoi ne pas se justifier? Vous avez dit que vous ne savez pas beaucoup discourir là-dessus. Mais quelque part, il faut dire que tous les Congolais n'ont pas le même niveau intellectuel. Ça veut dire que si chaque fois Martin Fayulu devait faire, on va dire, des conférences, il devrait faire des meetings, et il le fait souvent dans un coin bien donné de la capitale, où ces gens peuvent facilement adhérer à ce qu'il dit. Pourquoi il n'y a pas de contre-vérité par rapport à cela? Madame, entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un mariage pour le bien-être du peuple congolais. Vous Martin Fayulu dit non. Martin Fayulu, je te dis que je ne voudrais pas tout me marteler sur lui. Parce que c'est un nostalgique. Il croyait devenir président de la République. Les Congolais l'ont confondu. Bon, voilà. Il ne peut qu'adopter une telle attitude. Il veut qu'on fasse de lui un cas par Joseph Kabila et par Félix Tshisekedi. Mais on l'ignore. C'est comme ça qu'il est tenté de multiplier des discours pour qu'il puisse dire non, voilà. Hein, il joue, il veut se victimiser. Oui. Tout simplement. Mais il faut l'ignorer, madame. Nous devons évaluer les propos de Martin Fayulu sur terrain. Pourquoi les médias en parlent moins de ce que nos forces de défense et de sécurité sont tentées de réaliser comme résultat sur terrain? Alors c'est la faute aux médias aussi. Non, mais oui, c'est votre travail, madame. Oui. Le porte-parole. On parle plus d'événements, de personnes que d'événements. Voilà. Or, la nation n'est pas liée aux individus, madame. Vous voyez, la nation n'est pas liée aux individus. Il y a un principe qui dit que les hommes passent, mais les institutions restent. Joseph Kabila était président de la République. Aujourd'hui, il est sénateur à vie. De même que ça sera Félix Tshisekedi deviendra. Mais le Grand Congo restera. Il y aura encore d'autres animateurs qui viendront. Et que cette façon de traiter le Congo, en tout cas, ça m'offusque, madame. Parlons Congo, défendons Congo,
que les individus. Vous voyez, là, nos forces de défense et de sécurité, l'armée congolaise, nos vaillants militaires, sont tentés de réaliser. Mais ce sont ces mêmes vaillants militaires qui ont, on va dire, qui ont soutenu les propos du cardinal Ambongo qui disait qu'il y avait balkanisation. Ce sont ses propres forces des forces armées qui l'ont fait. Madame, aussi. Je suis en train de vous dire ici que nous devons évaluer les propos de M. Fayoulou par rapport à ce qui se fait sur le terrain. Est-ce que nos militaires ne récupèrent pas aujourd'hui le village longtemps occupé par les rebelles? Ils sont tentés de le faire, mais vous ne parlez pas de ça. Vous ne communiquez pas. C'est comme s'il y a une complicité entre les médias congolais avec Martin Fayoulou. Nous ne comprenons pas, madame. Vous êtes des compatriotes. Oui. Fayoulou n'est qu'un individu, mais vous êtes là investi d'un pouvoir, parce que vous êtes un 4e pouvoir, par les Congolais, pour que vous puissiez parler au nom et pour le compte du peuple congolais. Sans la population congolaise, votre travail ici n'aura pas d'issue favorable. Voilà pourquoi je vous recommande de pouvoir bien communiquer sur ce que nos militaires sont en train de faire sur le terrain, que de faire des Fayoulou un cas, au risque, madame, que vous puissiez sombrer, madame. Donc, il a parlé que Kabila a déjà réalisé 55% d'annexion. De plans de balkanisation. Ah, oui. Et Félix Tshisekedi 15%. 15%. Et c'est en train d'avancer parce qu'il ne va pas s'arrêter à 15%, il y aura 20%. Ça, c'est dire une chose et son contraire. Sur le plan militaire, les militaires sont tentés de récupérer. Vous voyez, des bastions. Il y a même il y a un endroit, Mandina. Mandina, c'est le bastion des ADF qui a été longtemps occupé par ces gens-là, des années. Mais aujourd'hui, nos vaillants militaires ont récupéré ces bastions-là. Non seulement ça, mais d'autres villages et d'autres localités environnantes. Mais on ne communique pas. Comment quelqu'un qui est en train de réaliser le plan de balkanisation peut encore se soucier de pouvoir armer nos forces de défense et de sécurité pour récupérer? Ça, c'est Epengue, qui est un cadre de la Mouka, a dit sur ce plateau qu'il y a des choses qui se font la journée et d'autres la nuit. Madame, vous savez, hein, oui. Lorsqu'on n'est pas investi d'un pouvoir public, on doit se taire. Nos amis de la Mouka n'ont pas encore un autre discours à tenir que de ternir l'image de le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de Joseph Kabila. Les deux-là sont en train de travailler pour le bien du Congolais. Et que la Mouka puisse attendre 2023, parce qu'on ne peut plus maintenant parler. C'est comme mon co-débatteur avait dit, ils ont laissé la vérité des yeux. Où en sommes-nous? Maintenant, oh non, c'est Félix Tshisekedi et Kabila qui sont tentés de réaliser le plan de balkanisation. Mais, madame, parlons même en termes de calcul. Sur 100%, vous voyez, Joseph Kabila a réalisé 55%. Et Tshisekedi 15%. Ça fait 70%. Ça fait quoi? Combien? 70%. Ouais. Mais on ne parlerait plus du Congo. Mais on ne parlerait plus du Congo. Parce que déjà, la majorité alors du plan serait accompli. Dans ça, le Kassai aussi. Si 100%, ça ne reste que combien? 30%. Juste un tiers du territoire serait resté en ce moment au Congo. Madame, on ne parlerait plus du Congo. Vous voyez un peu des gens qui, peut-être par le poids de l'âge, peut-être par nostalgie de ce qui leur est arrivé, cette débâcle électorale, ils sont tentés de chercher des discours qui ne sont plus consommables par le peuple congolais. Et donc, Martin Fayoulou doit encore se réarmer pour faire face aux élections de 2023, qui est aujourd'hui cherché à discréditer les grandes personnalités que sont Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Alors, dans tout ça, on parle de la Mouka, mais on n'entend plus tellement Ensemble pour la République.
Je ne sais pas comment... Alors, oui, dans tout ça, dites-moi, y a-t-il une opposition au pouvoir de la coalition FCC Cash? Ou bien c'est le seul pouvoir qu'il y a là, il n'y a pas d'opposition? Alors, dites-moi, qu'en serait-il? Qui sera là pour redresser l'autre? La situation est ambiguë, madame. Y a-t-il... Votre question, c'est de savoir s'il y a une opposition à la coalition... Oui, à la coalition FCC Cash. Oui. Bon, s'il y a une opposition, je pense que ça serait le parti de Moïse Katumbi. Ça serait ça la vraie opposition. Oui, jusque-là, on ne sent plus tellement sur... Non, ils ont leur agenda, ils sont en train de travailler. Ce n'est pas leur porte-parole. Mais à ce que je sache, ils ont leur agenda, ils sont en train de travailler. Peut-être ils sont encore au niveau de peaufinement des textes. Alors, légaux, si juste là, mais il faut dire qu'ils n'ont pas attendu d'avoir tous ces papiers les légalisants pour pouvoir monter au créneau de temps en temps. Vous êtes une grande télévision, madame. J'aurais aimé que vous puissiez les inviter, comme ça, nous tous nous allons savoir. Justement, on lance des invitations quand les gens ne viennent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux plutôt... Il paraît que nous avons des questions aussi qui mettent mal à l'aise. Je vais plutôt ouvrir une brèche. Vous avez demandé s'il y avait une opposition à la coalition FCC Cash. Oui. Non, je pense qu'il n'y a pas une autre opposition en dehors d'Ensemble pour... maintenant, c'est Ensemble pour la République. Hein, voilà. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Mais je réalise quand même qu'il y a une opposition au sein de la coalition FCC Cash. L'opposition est au sein même de cette coalition. Ah oui, lorsque vous avez parlé de collision ou coalition. Oui, je me suis demandé si c'était une collision ou si c'était une coalition. Parce que apparemment... Les amis qui sont dans cette coalition ne sont pas sincères, hein, les uns vis-à-vis des autres. Il y a des choses qui demandent, qui nécessitent que les amis parlent d'une même et seule voix. Malheureusement, la cacophonie... Pourquoi n'ont-ils même pas un porte-parole commun? C'est la question que je vais poser à Maître Lambert. Bon, ça, vous demanderez à Maître Lambert. Moi, je constate que la vraie opposition se déroule au sein même de la coalition au pouvoir. Parce que je ne vois pas le FCC, le cas se comporter comme des vrais alliés. Ils se regardent par contre comme... En chien de fusil. Oui, ils se regardent en chien de faïence. Oui, chien de faïence. En chien de faïence. Je vais prendre 2 exemples. Le tout premier exemple. Il s'agit de la dernière commission gouvernementale que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a mise en place pour traiter et du cas des provinces où il y a mésentente entre le gouverneur en place ainsi que les assemblées provinciales. Mais fort curieusement, c'est au vice-premier ministre chargé de la justice de patronner cette histoire. Alors que ça relève des attributions révolues au ministère de l'Intérieur. Alors qu'est-ce qui se passe? Et l'opinion s'est dit, non, c'est parce que celui-là, il est du cadre, je ne peux pas lui confier une mission aussi délicate, alors il fallait la confier à celui qui est du FCC. Un plus chevronné? Oui, chevronné ou pas, bon, on verra ce que ça va donner. Ou peut-être pour accomplir leurs besoins. Peut-être pour que le FCC accomplisse son besoin. Deuxième exemple. À l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, où le règlement intérieur a été voté par les députés, envoyé même à la Cour constitutionnelle pour conformité à la Constitution. Mais Madame la Présidente se permet le luxe de prendre les attributions révolues au premier vice-président et les confier à la deuxième vice-présidente, en toute violation de leur propre règlement. Et quand on y regarde très bien, parce que le vice-premier président est du cash, alors il faut les dépouiller un peu au profit du deuxième vice-président qui est du FCC. Et on va me parler des coalitions comment? Ça, c'est pas coalition. Donc, les amis ne jouent pas franc jeu. Donc, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Bon, chacun est en train de tirer les draps de son côté. Et effectivement, donc, en ce qui me concerne, moi, la vraie opposition est au sein même de la coalition FCC-CAS, au sein de la coalition gouvernementale. Donc ce sont eux qui s'opposent effectivement sur le terrain. L'AMOCA est essoufflé, le temps que les amis d'Ensemble pour le changement se remettent sur la scène. Oui. Mais je crois que la vraie opposition, c'est au sein de la coalition. Maître Lambert. Bon, j'ai aimé au départ, quand mon co-débatteur avait dit qu'il n'est pas un acteur politique,
Il observe. C'est un observateur, c'est un chercheur. En philosophie politique. À l'entendre parler, j'ai compris de quel camp il se trouve. Non, vous vous trompez. Bon, non, mais laissez-moi, c'est moi qui ai la parole. Je suis en train aussi de faire un constat. Oui. Vous voyez, c'est partant de vos déclarations, partant de votre langage. Alors, retenez, madame, que la République démocratique du Congo à sa première expérience politique d'alternance et que cette situation doit être comprise comme telle. Nous sommes une jeune démocratie et nous sommes à notre première expérience et que nous ne pouvons pas trop suppiter, nous ne pouvons pas trop pérorer autour de ça. Nous devons laisser les choses évoluer telles qu'elles sont en train d'évoluer. Et un jour, tout sera mis au clair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que j'ai entendu mon frère dire que non, la vraie opposition, c'est au sein de la coalition FCCK. Mais j'ai dit tout de suite non. Tout va comme dans les roulettes. Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi ne se regardent pas en chien de faïence. Non. Ils sont sincères. Ils y parlent le Congo. Mais n'en déplaise à ceux qui les soutiennent. Et d'émettre des opinions. Mais cela ne peut pas affecter ou cela ne peut pas mettre le bon fonctionnement de cette coalition. Des petits soucis de marche, ça arriverait toujours. C'est comme dans un mariage, madame. C'est comme dans un mariage. Les hommes mariés, nous qui sommes les hommes mariés, nous savons comment ça fonctionne, le mariage. Le matin en sortant, tu peux avoir des problèmes avec ta femme. Mais le soir, bon, tu rentres dans tes bonnes humeurs et puis non, tu te rappelles des bons souvenirs que vous avez pensés ensemble et puis vous passez l'éponge avec votre femme. C'est comme ça que, même au sein de la coalition FCC, les membres de la coalition peuvent avoir des petits soucis, des escalades de langage, mais cela ne peut nullement affecter le fonctionnement de cette coalition. On pourrait avoir des petits soucis. Est-ce qu'il y a des recadrages, justement? Madame, on pouvait avoir des petits soucis si Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se regardaient en chien de faïence. Ah là, la nation congolaise devrait être affectée. Ah non, mais écoutez, ce sont les deux leaders de cette coalition. Mais regarde, Kabila dit ceci, Félix Tshisekedi rétorque ceci. Vous voyez, là, on devrait avoir des soucis. Mais tant que les deux là parlent le Congo, tant que les deux là cogitent autour de l'émergence du Congo, je ne vois pas comment on peut voir une opposition au sein de notre coalition. Parce qu'il suffit que Félix Tshisekedi dise à ses membres, non, bon voilà, et puis tout ça s'arrête. Il suffit que Joseph Kabila dise et tout ça. Ou les indisciplinés, on peut leur mettre hors état de nuire. Vous voyez, et donc il n'y a pas d'opposition. Il est question que nous sommes à notre première expérience d'alternance. Ceux qui n'ont pas encore vécu cette alternance trouvent que c'est facile de pouvoir vivre normalement. Non, ils doivent prendre leur mal à patience et d'ici peut-être à la prochaine alternance, on pouvait peut-être s'inspirer de ce qui s'est passé avec la première alternance pour corriger ce qui deviendra, madame. Bon, voilà, parce que M. Walter a relevé quand même des cas, on va dire, assez criants. Hein, et qui, oui, je reviens sur ce qu'il a dit. Oui, on parlera aussi de la prison de Makala, où il y a eu des morts, où le vice-ministre dit que c'est le ministre des Finances qui bloque, et que le ministre, son tuteur, disons, on va dire, le ministre lui-même parle de retard dans l'approvisionnement. Vous voyez, il y a ces deux langages-là que... Oui, madame, je reviens d'abord
à ce que mon co-débatteur avait dit sur le cas des 4 provinces à problème. Il faut savoir, madame, qu'en droit administratif, nous avons appris que les compétences sont d'attribution. Et que, de ce fait, je ne sais pas quel texte mon frère a lu pour dire que non, les cas des gouverneurs relèvent de la compétence du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur n'est pas l'autorité hiérarchique des gouverneurs, ni moins des présidents des assemblées provinciales. Que le texte le dit, madame. Un gouverneur qui est élu, comment devrait-il être sous l'autorité d'un ministre de l'Intérieur? Sur base de que le texte qu'ils me disent que non, la Constitution dit que le chef hiérarchique ou l'autorité hiérarchique des gouverneurs et vice-gouverneurs, le président des assemblées provinciaux, relève du ministre de l'Intérieur. Ce que nous sommes en train de faire, c'est inexplicable. Je suis en train même de frémir d'horreur quand je vois de telles choses, madame. Ici, ce n'est pas un problème, du vice-premier ministre. C'est un problème de la loi, du respect de texte, madame. Même si on reconnaissait la compétence au ministre de l'Intérieur de statuer sur la question. Mais lui ne fera quoi? Que de lire les textes de la République, de lire la Constitution. Or, ce qui se passe dans ces 4 provinces, c'est un problème de loi, c'est un problème de droit. Ce n'est pas que non, on n'aime pas un tel gouverneur ou on est contre tel gouverneur. Non, c'est un problème de respect de texte. Je vais juste prendre des cas. Prenons le cas de quoi? Du gouverneur du Sankourou. Le gouverneur du Sankourou ici, vous avez suivi ce type-là. Comment il a été, le monsieur qui a été, d'abord un problème avec la justice congolaise, pour double nationalité. Nous n'avons pas compris du coup comment le type est devenu congolais sans avoir renoncé à sa nationalité française. Bon, il a été élu de manière que l'on connaît face à mon candidat qui est l'honorable Lambert Mende. Et maintenant, il devient gouverneur, madame. Ok, acceptons. Nous avons accepté avec sportivité. C'est comme ça que vous n'avez pas vu notre parti politique, la Convention des Congolaises Unies CCI, quoi faire recours à la justice. Nous avons constaté, nous avons pris acte de son élection. Mais maintenant, est-ce que pour que le gouverneur là puisse travailler, il doit avoir l'ombre de main de partout? Non. Tu es gouverneur. Tu dois travailler pour la destinée de votre peuple. Dommage que ce gouverneur-là élu n'a jamais fait ne serait-ce que 4 jours dans sa province, madame. Vous pouvez vous imaginer. Oh non. Mais les cas sont légion. On en connaît un autre qui danse souvent dans les nightclubs ici. Voilà. Oh non, madame. Il faut qu'on le dise, non? Oui, non. Oui. Oh non. Moi, je croyais que le Sankourou était une province où coulait le lait, le miel, mais arrivé sur le terrain. Oui, madame. Mais parce oui, il a dit ça. Mais arrivé sur le terrain, les conditions ne sont pas vivables. Moi, je suis habitué à Paris et tout ça. Mais non, monsieur le gouverneur, toi, tu as été à Paris. Voilà l'état dans lequel se trouve ta province. Amenez-nous, les investisseurs, travailler pour faire avancer ta province, pour que tu puisses l'admirer comme tu admires la France. Non, mais non, et moi, et tout ça, il voit toujours l'ombre des mains de partout. Madame, même pour rester pendant une semaine dans ta province, tu dois voir l'ombre de Mende. C'est Mende qui t'interdit. Tu as les services de sécurité, tu as les services, tu as l'armée, tu as tout à ta disposition. Comment tu ne peux pas t'imposer pour rétablir, entre guillemets, ce qu'il qualifie que non, je ne sais pas moi, les termes là, bon, ça va venir. Et donc, c'est pour vous dire que non, avec nos 4 gouverneurs ici, ce n'est pas un problème, ce n'est pas que non, on ne l'aime pas, mais il y a un problème de droit qui s'impose. Pour le cas de Moukoumad, il y a eu une mise en accusation par l'Assemblée provinciale. Le dossier se trouve entre le maire de la justice,
auprès du procureur général près la Cour de cassation. Il a été mis en accusation par l'Assemblée provinciale du Sankourou. Alors, on a trouvé que le ministre de l'Intérieur, sur le plan politique, a échoué. C'est comme ça qu'on a remis les dossiers, vous voyez, au ministre de la Justice, qui, du reste, a associé d'autres ministres, notamment... Et la solution est en train d'être trouvée? Justement, la solution est en train d'être trouvée. Et aujourd'hui, où je vous parle, madame, à 17h, on va recevoir l'ex-gouverneur du Sankourou et le président de l'Assemblée provinciale du Sankourou pour que les deux puissent présenter leurs moyens de défense afin que la commission puisse prendre des résolutions. Alors, M. Walter, attendons 17h, par exemple, pour ce cas-là. Oui, bon, en fait, je ne pense pas qu'il faille attendre 17h. Maître a dit quelque chose qui m'a édifié. D'abord, dans un premier temps, il a catégoriquement nié au ministre de l'Intérieur toute autorité sur le gouverneur. C'est un juriste, je lui fais confiance en cette matière. Mais je me dis quand même que l'administration du territoire, n'est-ce pas, relève de la compétence directe du ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, Maître Lambert est du FCC. Lorsque je vais dire, ça veut dire que je suis de l'autre bord. Moi, je vois des choses et je parle en observateur libre. Mais Maître Lambert est du FCC. Et vous savez qu'à l'époque du vice-premier ministre Ramazan Chadari, on a vu même les assemblées provinciales être suspendues, fermées. Moi, je suis originaire de la province du Kasaï, chef-lieu Tchikapa. Je l'ai dit pour que les gens arrêtent de me poser beaucoup de questions, tout ça. Bon. Oui, je l'ai dit parce que on vous a donné une tendance. Oui, on m'a donné une tendance. Je suis originaire de Tchikapa, je suis un natif de cette province. Chez moi, à Tchikapa, l'Assemblée provinciale a été fermée pendant de longs mois par le ministre qui avait en charge l'Intérieur. Je ne comprends plus rien. Soit il avait cette compétence, ou bien il ne l'avait pas. Alors, s'il l'avait, c'est que Kankonde, l'actuel ministre, a aussi les mêmes compétences. Alors, si celui-là n'en avait pas, c'est qu'une fois de plus, le FCC s'était illustré par sa politique de grands coups. Bon, nous allons passer au troisième sujet. Je n'ai pas fini. Ah, vous n'avez pas fini. Ok. Je n'ai pas fini. Mais Maître Lambert dit aussi, même si on reconnaissait au vice-premier ministre cette compétence. Alors, moi, je me pose la question sur ces même si. Comme si vous lui reconnaissiez implicitement cette compétence. Et vous ne voulez pas vous prononcer. Enfin, moi, je n'ai pas voulu parler nommément d'une province. Parler du Sankourou, du Congo central. Je sais que la crise dans chacune de ces 4 provinces est un cas particulier différent des autres. Mais moi, j'ai vu le problème de manière globale. J'ai seulement voulu relever cette sorte d'opposition à l'interne qu'on vit au sein de l'Assemblée, au sein de la coalition. Vous dites qu'il n'y en a pas. Kabila et Tshisekedi ne sont pas en opposition, mais n'empêche que les lieutenants de Kabila et ceux de Tshisekedi puissent se considérer en opposition. Je vais vous donner un fait. Peut-être qu'ils reçoivent des ordres. Oui, des ordres peut-être, parce que nous savons c'est ce qu'on appelle les fous du roi, hein. Les choses que le roi ne peut pas dire lui-même, alors ça passe par la bouche de quelqu'un d'autre pour que ça sorte. Ah, ça se passe dans le cas, je ne vais pas d'FCC. FCC, c'est... Voyez ce qui s'est passé par exemple, voyez ce qui s'est passé. Je vais prendre encore un autre cas. Voyez ce qui s'est passé avec M. Ramazan Chadari qui a tenu des propos. Jean-Marc Abound qui réplique, et ça fait des dégâts. Alors, de toute façon, on est quand même... Vous oubliez dans la foulée Augustin Kabouya. Oui, Augustin Kabouya, les autres, Dunia Kilanga, on se demande, est-ce qu'effectivement on est en coalition, ou bien on est dans ce que moi j'ai toujours appelé une caricature de coalition. Et Dunia a joué votre politique de 4 vases, comme vous dites. Oui. Pour dire ensuite que ce n'est pas ceux qu'il avait voulu dire. Oui. Justement. Alors, donc ce sont des faits, Maître Lambert, ce sont des faits qui montrent qu'effectivement, l'opinion est en droit de se poser des questions par rapport à ce qui se passe effectivement au sein de cette coalition. Je sais que si c'est une question que vous voulez prendre à la légère, rentrez dans votre coalition. Car ce sont vos alliés. Regardez-vous en alliés, discutez ça. Et puis, parlez-vous franchement les yeux dans les yeux. Pour le bien-être du Congo. Oui, parce que nous tous, nous voulons vivre la paix. Les 4 interfédérales de l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est le dernier sujet, UDPS, ont lancé dimanche 12 janvier 2020
une campagne de vulgarisation des actions et réalisations phares du chef de l'État à travers le pays. Ces interfédérales exigent le respect et la mise en vigueur de toutes les structures anticorruption et anti-valeurs. Alors, rapidement, maître, que peut-on dire de la corruption et anti-valeurs dans notre pays? Toujours en cours, c'est en train d'être atténué ou il y a une remontée? Bon, vous savez que la corruption et les antivaleurs sont des fléaux qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Kabila l'a fait. Et à son temps, bon, Félix Tshisekedi doit aussi faire à sa manière. Et pourvu que ces fléaux-là, qui n'est pas une invention congolaise, puisse disparaître ou du moins atténuer. Parce qu'avec la corruption, ça ne peut pas favoriser l'émergence de notre pays. Il y a de l'argent qui passe toujours dans des circuits informels, l'argent qui loge toujours dans des postes des individus. En tout cas, cette pratique doit prendre fin parce que nous voulons que, quand on cite les nations exemplaires sur le plan de la démocratie, de l'état de droit, que l'on puisse aussi citer notre pays. Nous n'avons pas d'autres pays, madame. Moi, je n'ai qu'une seule nationalité. Je suis congolais de père et de mère. Peut-être mon co-débatteur a la chance, bon, pas la chance, a une autre nationalité. Mais moi, je n'ai que le Congo et je défendrai toujours mon Congo avec énergie, avec dévouement, comme elle a fait Patrice Emery Lumumba, notre modèle commun, comme le fait mon mentor, l'honorable Lambert Mende Oumalanga, qui aujourd'hui est en train d'être réclamé partout au monde. Non, mais on ne sent pas la communication du Congo. Hein? On trouve un ministre là, au Parlement. Il est juste dans nos murs. Hein? Je vous informe qu'il est juste dans nos murs. Non, mais moi, ce n'est pas moi, c'est un fait, madame. Ce n'est pas que je suis en train de jeter du discrédit sur l'actuel ministre de la Communication. C'est un fait. Nous avons vu. Nous avons connu l'époque Mende avec sa vibration. Oui, bon, mais on ne sent pas. Alors, pour moi, je voudrais que vraiment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui d'ailleurs sort de l'opposition qu'on appelle radicale, puisse vraiment lutter à sec ce fléau-là de corruption, des antivaleurs, puisse être totalement éradiqué dans le vécu quotidien de notre population. Alors, y a-t-il des indicateurs forts, M. Walter, qui montrent que le gouvernement actuel lutte contre ces antivaleurs et cette corruption? Bon, malheureusement, jusqu'à là, je ne vois rien. Et je vois que sur cette matière, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est limité. Et je vais vous dire pourquoi il est limité. Qu'est-ce qui fait notamment la force d'un État? C'est lorsqu'on a une justice libre, distributive. Mais regardez ce qui se passe chez nous. Combien de dossiers sur lesquels le procureur général près la Cour de cassation a ouvert des enquêtes et des enquêtes qui n'aboutissent jamais, dont on ne sait rien par la suite. Et ça sera ça l'un des maillons faibles du gouvernement Ilunkamba, tant que la justice n'aura pas fait correctement son travail. Je ne veux pas citer ici quelques cas. Mais je me dis, à l'allure... Mais tous ces cas de détournement d'argent, par exemple... À l'allure où vont les choses, sur ce plan de la lutte contre la corruption, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, risque d'essuyer un échec cuisant. Parce que quand vous avez un procureur qui ouvre les enquêtes, qui n'aboutissent jamais, les gens qui sont accusés de détournement, aucune poursuite. Ce matin encore, quand je venais à bord du taxi, il y a un monsieur qui a soulevé le cas de l'ancien ministre de la Santé, M. Oli Lunga, dont l'arrestation, la mise en résidence surveillée a été surmédiatisée. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est avec ces enquêtes? Vous savez, c'est un peu ça. C'est comme on dit, Tozan Aboka, attention, hein? Tension un peu. Oui. À un moment donné, la tension baisse et puis plus rien. C'est un peu ça. C'est ce qui va faire vraiment l'une des faiblesses du président Félix Tshisekedi. Et c'est ce qui a même fait la faiblesse du FCC lorsque le FCC a géré. Vous savez, au FCC, on est un peu trop complaisant avec tous ces détourneurs, avec tous ces gens
qui se sont mal comportés avec les finances de l'État. Il y a eu même un monsieur que j'ai apprécié, monsieur, je crois, Luzolo Bambi, qui avait même évoqué un chiffre qui a fait peur là. 15 milliards. 15 milliards de dollars qui seraient détournés chaque année. Maintenant, avec un budget de 11 milliards, tout ça, bon, je ne sais pas ce que les gens pensent. Mais il y a 15 milliards qui partiraient chaque année. Mais, et où est-ce qu'on en est? Monsieur aurait même déposé des dossiers sur les bureaux du procureur sans suite jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si au sein du FCC, on se couvrait. Comme dire, bon, comme celui qui a fait ça, c'est mon frère, bon, à la fin des comptes... Peut-être qu'il y a une rétrocommission. Oui. Bon, rétrocommission, peut-être, comme on est dans un pays de rétrocommissionnaires, peut-être qu'il y a rétrocommission. Mais en tout cas, sur ces points-là, moi, j'ai pitié du président Félix. Et je crois que jusqu'à ce que la justice ait fonctionné autrement, je n'attends rien de bon de ces côtés-là. Maître, l'UDPS parle de vulgarisation des actions et réalisations phares du chef de l'État à travers le pays. Citez-nous-en quelques-uns, les réalisations et actions phares du président Tshisekedi. Bon, moi, je ne vais pas me substituer à l'UDPS qui a initié cette série d'activités. Je pense que la question serait... Bon, en tant qu'observateur, que voyez-vous comme, on va dire, réalisation phare? Les réalisations phares du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, jusque-là, mais reste encore sous soif. D'abord, première réalisation, c'est cette histoire des sortes de moutons qui du reste encore comme un projet, parce qu'il nous avait promis que non, à la fin de l'année 2019, nous, tous les Congolais il va procéder il va procéder à l'inauguration de ces sortes de moutons. Mais jusqu'à aujourd'hui, madame, il n'y a rien. Il n'y a aucun sort de mouton qui a été inauguré. Et vous ne savez pas combien les populations de Kinshasa sont tentées de souffrir chaque jour à cause de ces sortes de moutons, madame. Ça fait pitié. Quelqu'un qui se réveille chez lui. Donc, prenons par exemple les populations de Tchangou. Elles se réveillent toujours à 4 h du matin pour pouvoir dépasser cette sorte de moutons. Ils sont obligés chaque jour de faire le pied. Ils sont toujours obligés de faire un calcul un peu augmenté de leur argent de transport. Et donc, la situation est devenue très compliquée. Et c'est là, peut-être qu'on ne dit pas au président de la République la vérité, la population est tentée de murmurer. On ne sait pas, on ne sent pas Fatih Béton qu'on est tenté de vénérer, on est tenté de célébrer à travers le monde entier. On ne le sent pas, en tout cas, par rapport à ces réalisations sur terrain. Et donc, je voudrais que le chef de l'État puisse tirer les choses au clair pour que, quand il dit une chose, car dire c'est faire, quand il dit que cela puisse se réaliser. Parce que c'est sur base de ça que la population jugera ses actions, jugera son pouvoir, qu'il est réellement ou pas ce qu'on dit de lui de béton. Voilà. C'est comme j'aime bien le slogan qui était collé à votre autorité morale, il a dit, il a fait. Alors, pour en parler, Maître Didier Kondo, qui est porte-parole de l'interfédéral de Kinshasa, dit que Félix Tshisekedi, et c'est la dernière question, que Félix Tshisekedi a battu en peu de temps un record élogieux par rapport à ses prédécesseurs. Que répondez-vous à cela? Bon, peut-être que c'est une prétention un peu exagérée, mais ce qui est vrai, c'est que M. Félix Tshisekedi a quand même fait quelque chose. Maître, c'est plus apaisanté sur les sauts de moutons, juste un aspect infrastructurel. Moi, je vais plutôt revenir même sur les droits fondamentaux des citoyens que nous sommes. Ça, c'est son domaine de prédilection d'ailleurs. Je parlerai par exemple de la libération des prisonniers politiques, surtout les prisonniers appelés emblématiques. Ils sont là, ils sont en train de courir. Ils sont libres de leur mouvement, les retours des réfugiés politiques. Je veux aussi évoquer l'aspect, je suis enseignant de formation des carrières. Et par exemple, c'est cette histoire de gratuité de l'enseignement pour lesquels les gens étaient en train de se déchirer. Et il y a le FCC qui a réclamé la paternité et le cash de l'autre côté. Et une fois de plus démontrer qu'ils sont en opposition entre eux. Mais donc, seul le constituant congolais peut réclamer la paternité parce que ce n'est ni les FCC ni les cash. C'est la Constitution. Oui, c'est la Constitution qui l'a consacrée. Et je vais aussi parler de
de salaire des enseignants, par exemple. C'est pour la première fois dans ce pays, j'ai des collègues qui enseignent à l'école secondaire, qu'ils ont vu leur salaire doubler, pratiquement. Et bien, donc, plus que doubler d'ailleurs, des 160 000 francs congolais sont arrivés à 300, 340. C'est vrai que c'est encore insignifiant, mais par rapport à cet effort-là, c'est quand même louable. Et je crois que ce sont des choses qu'il faut encourager. Je vais finir par l'offensive militaire à l'est du pays. Vous savez, vous avez dit une chose là, madame, vous disiez, je crois que c'est Maître peut-être qui l'a évoqué, on prend les mêmes militaires, on les amène aux États-Unis, tout ça, tout ça. Mais moi, je me dis, mais où était le régime de Kabila pendant tout ce temps? Parce que c'était avec les mêmes militaires. On ne me dira pas aujourd'hui que ces militaires sont venus d'ailleurs, de la planète Mars. Non, c'était avec les mêmes militaires. Mais on n'avait jamais senti cet engagement sur le terrain pour que nos militaires puissent s'impliquer et mettre fin au problème de l'insécurité de l'Est. Même si ce n'est pas encore tout à fait fini, mais du moins on sent. D'ailleurs, Maître a évoqué ici la prise du grand bastion des ADF, Mandina ou Mandima, je ne sais pas correctement comment on prononce ça. Donc ce sont quand même les actes qui montrent qu'effectivement, en peu de temps, le président Félix Tshisekedi a fait quelque chose. Et je pense que c'est à encourager. J'ai suivi quelqu'un qui disait l'autre jour, quand vous aidez Félix, vous aidez Kabila, non. Moi, je dirais plutôt, quand on aide Félix, on aide le Congo. Parce que Félix est président du Congo, il y représente le Congo. Donc, quand nous les soutenons, et nous aidons les Congos, nous soutenons les Congos. Comme quoi, nous sommes toujours dans les débats de personnes, et à cela, est-ce qu'on va se dire, sommes-nous des grands esprits? Question mark. Mesdames et messieurs, cette émission est finie. Merci de l'avoir suivie. Vous la reverrez en rediffusion à 15h et à 21h. Quant à moi, je vous dis, restez branchés sur les programmes d'APIC Télévision. Au revoir. Au revoir. Merci, madame.